Bonjour à tous, chers téléspectateurs de TV Liberté, et bienvenue dans ce numéro 489 d'Immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Lucas. Aujourd'hui, dans l'image de la semaine, nous reviendrons sur le meurtre du jeune Mathis à Châteauroux dans des circonstances sordides. Le dossier du jour, quant à lui, sera consacré au traitement médiatique de cette affaire avec la tentative d'étouffement de ce nouveau francocide. Nous n'oublierons pas les habituelles pastilles de l'info. Le portrait piquant du jour, fait par Claude Cholet de Logime, sera consacré à Laurent Geoffrin, un journaliste dinosaure compatible avec tous les pouvoirs. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec vos proches, de vous abonner et de vous réabonner à TV Liberté, c'est important. C'est parti pour le Immédiat numéro 489. L'image de la semaine, c'est ce visage, le visage de Mathis, 15 ans, assassiné de plusieurs coups de couteau samedi dernier par un mineur afghan à Châteauroux. L'Afghan de 15 ans, lui aussi, a été remis en examen lundi soir pour meurtre et placé en détention provisoire, tandis que sa mère, elle, âgée de 37 ans, a été mise en examen pour violence volontaire sur personne vulnérable. La mère a depuis été libérée, sous contrôle judiciaire, dans l'attente d'être jugée, nous allons le voir. Et d'abord, il convient de commencer par une chronologie des révélations et la construction médiatique de ce drame. Alors on le voit dans cette revue de presse, et comme le rapporte cet article du JDD, l'Afghan mis en cause était déjà défavorablement connu des services de police. Pire encore, dans l'horreur, après que son fils ait poignardé Mathis, la mère de l'Afghan a giflé, la victime agonisante. Et oui, dans ces sociétés traditionnelles de l'honneur, on fait les choses en famille. Jean-Yves, Lola, Thomas, Philippe Koopman, maintenant Mathis, on a l'impression que ça ne s'arrête jamais. Est-ce qu'on a assisté à un nouveau francocide ? Absolument. Qu'est-ce qu'un francocide ? C'est le meurtre d'un Français ou d'un Européen de souche par un étranger ou un descendant d'étrangers manifestement mal assimilés. En l'occurrence, là, c'est un étranger. Il y a de plus en plus de francocides. Vous en avez cité quelques-uns, mais il y en a maintenant pratiquement chaque semaine, chaque mois. Il y a un francocide. Et évidemment, l'objectif des médias est d'occulter ces phénomènes. Mais à quel phénomène, justement, a-t-on affaire ? Certes, le mineur afghan était en situation régulière, ce qui prouve bien qu'il y a un problème même avec l'immigration légale. Mais qui est ce jeune afghan, défavorablement connu des services de police, je l'ai dit ? Défavorablement connu des services de police à 15 ans. À 15 ans, il est précoce. Il a une grande précocité. On a une petite idée de qui il est en regardant ces vidéos. Vous voyez, là, moi j'ai un couteau. Voilà. Là, je vais aller devant, je suis du 6 de pute. Voilà, j'ai trop la haine. Je vais aller t'aimer jusqu'à la fin. Alors on le voit se balader avec un couteau dans la rue, avoir une attitude de petite racaille, la capacité d'assimilation à la banlieue. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce qui est frappant, c'est effectivement qu'il est assimilé banlieue. Il parle wesh, il parle racaille. C'est le français racaille, il est assimilé au français racaille. C'est quand même étrange. On a ici une réaction de Jean-Eudes Gana, encore un gosse tué pour rien, pensée émue pour sa famille. Médias et politiciens sont complices. Les journalistes dissertent beaucoup sur le racisme supposé des Français. Le jour où leur colère va exploser après des années à se contenir, ça va vraiment leur faire tout drôle. Et concernant le traitement médiatique de ce drame, ce qui est notable, c'est une certaine version que les journalistes ont préféré relayer par rapport à une autre. Et dans cette version, Mathis aurait insulté son agresseur avant de se faire poignarder. Comme rapporté ici dans un article de RMC, le mis en cause explique que Mathis l'aurait traité de fils d'Afghan et qu'il devait retourner dans son pays. C'est pour ça qu'il l'aurait massacré. Et Jean-Yves, même si on prend la version de celui qui a poignardé Mathis, on pourrait considérer que ce qu'il a fait par la suite a donné raison aux jeunes Français. Alors, ce qui est absolument incroyable, c'est que dans l'esprit d'un certain nombre de médias, dans l'esprit du politiquement correct, une injure, c'est-à-dire des mots,
à partir du moment où elle aurait un caractère, entre guillemets, raciste, à ce moment-là, ma foi, ça peut justifier un meurtre, pire qu'un meurtre, un assassinat. Voilà. Un assassinat parce qu'il y a préméditation. Parce qu'il y a préméditation. Telle qu'on déroule les faits aujourd'hui, puisqu'il y a eu une première séquence d'affrontement, puis une deuxième séquence avec le poignard, où l'Afghan est revenu avec le poignard, il y a donc préméditation, il y a donc assassinat. Et donc, les médias devraient considérer que si la version qu'ils colportent est vraie, c'est encore plus grave parce qu'il y a assassinat et non pas une bagarre qui tourne mal, mais la volonté préalable de tuer. En tous les cas, cette version a été abondamment relayée par BFM TV. Toute une journée, le journaliste Maxime Brandstatter a pris le parti sur BFM de diffuser la version des insultes racistes. Or, Jean-Yves, comme le rapporte ici Livre Noir, un communiqué du parquet dément ce que disent certains médias et qui ont expliqué que Matisse aurait tenu des propos racistes à l'encontre de son agresseur. Cette version est d'ailleurs confirmée par les proches de la victime. Effectivement, comme le rapporte ici Le Figaro, selon les 2 amis de Matisse présents lors du drame, à aucun moment Matisse n'a proféré d'insultes racistes. Et pour les amis du jeune homme, cette thèse n'a aucun sens. Jean-Yves, toute la journée, BFM a relayé en boucle cette version de l'agresseur. Pourquoi ? Pourquoi ? Pour aboutir à l'occultation de l'affaire. Éviter qu'on puisse en parler, puisque finalement la victime, qui était un méchant raciste, n'était pas défendable. Donc, on diffame la victime pour éviter d'avoir à parler du crime, plus que du crime, de l'assassinat. Voilà. Et ça, c'est toute l'opération BFM. Il n'y a pas que Brandstatter. Retenez ce nom. Il faut quand même suivre de près tous ces journalistes, des informateurs. Mais il y en a un autre. Il y a aussi Croissando. Mais ne serait-ce pas le genre de propagande que l'Arcom pourrait sanctionner ? Alors, l'Arcom devrait effectivement mettre en cause, faire des rappels quand il y a manifestement une désinformation, puisque en bonne logique, les déclarations du parquet devraient quand même être la base de l'information que les médias utilisent, éventuellement en complétant l'information du parquet, mais sûrement pas en la contredisant complètement. Donc là, il y a un élément, manifestement, de désinformation. Et de désinformation volontaire. Ces gens-là sont des désinformateurs. Brandstatter, Croissando et j'en passe. Heureusement, tous les médias ne sont pas comme BFM TV. On peut le constater dans un édito de Laurence Ferrari sur CNews, qui dit avoir la nausée de ce traitement médiatique. Honte à ceux qui tentent de faire passer le bourreau pour la victime. Écoutez Laurence Ferrari. Elle est soupçonnée d'avoir porté des coups au jeune Matisse qui agonisait au sol en baignant dans son sang. L'horreur qui se rajoute à l'horreur. Honte à ceux qui tentent ce soir d'inverser les rôles au prétexte que Matisse aurait insulté ce jeune Afghan avant de recevoir des coups de couteau mortels. Honte à ceux qui tentent de faire passer le bourreau pour la victime. Immédiat est l'émission de décryptage des médias. Et c'est ce que nous allons faire dans ce dossier du jour. On peut constater, je l'ai dit, une systématisation de la réponse politico-médiatique lorsque un francocide survient. En effet, on assiste toujours au même schéma, avec 3 étapes. Première étape, l'occultation. Deuxième étape, la dénonciation de la récupération. Troisième étape, la subversion, voire la justification du meurtre. Première étape, je l'ai dit, l'occultation du fait que l'agresseur soit afghan, en l'espèce. En effet, plusieurs articles du Figaro, du Parisien ont omis les origines afghanes de l'agresseur. Autre exemple, cet article de France 3 qui ne fait nullement mention de la nationalité, alors qu'on savait très bien à ce moment-là qu'il était afghan depuis plus de 2 jours. Plus loin encore dans le politiquement correct, France 3 assume savoir l'origine étrangère du tueur, mais ne pas vouloir l'évoquer volontairement par souci d'empêcher la fameuse récupération de l'extrême droite. Comme le rappelle ici Laurent Oberton, l'AFP et Le Monde oublient donc de préciser que l'auteur présumé est étranger, réfugié afghan. C'est ce qu'on appelle la hiérarchisation de l'information. Jean-Yves, Le Parisien, Le Figaro et d'autres journaux ont omis de mentionner ses origines afghanes de l'agresseur. Mais cela viendrait peut-être de la dépêche
originaire de l'AFP. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce qu'est l'AFP et son rôle dans le traitement médiatique? Alors, l'AFP, l'agence France Presse, de son nom officiel, l'agence France Propagande, de sa fonction réelle, elle sélectionne les informations dont elle parle et qui sont reprises par les journaux. Les journaux sont abonnés à l'AFP et notamment beaucoup d'articles des journaux sont faits entre guillemets, mis en tout petit avec AFP, des articles de journaux ou des reprises sur les versions numériques des journaux. Avec AFP, ça veut dire que c'est la reproduction de la dépêche de l'AFP, avec des petites modifications, mais généralement très peu. Et donc, si l'AFP dit quelque chose, les journaux vont le reprendre. Si l'AFP ne dit pas quelque chose, les journaux ne veulent pas le reprendre. Et donc, la première fonction de l'AFP, c'est de filtrer. Est-ce qu'on parle ou non d'une information ? Il y a beaucoup d'informations dont on ne parle pas parce que l'AFP dit qu'il ne faut surtout pas en parler. Et est-ce qu'on donne ou non des précisions sur l'information ? Et il est évident que dans une histoire de meurtre, ou plutôt d'assassinat, il est évident qu'il est intéressant d'avoir des informations sur la victime et sur le meurtrier ou l'assassin. Quelles informations ? Son âge, éventuellement son prénom, si c'est un mineur, on ne peut pas donner le nom, mais on peut donner le prénom, et sa nationalité. Voilà, ça et l'endroit où il habite. Voilà, les données factuelles, c'est ça. C'est le nom ou le prénom, si on ne veut pas le donner, on peut pas l'âge, le sexe, en général c'est des hommes, mais pas toujours, et la nationalité, et la localisation. Et là, évidemment, on ne le précise pas, et si l'AFP ne le précise pas, la consigne donnée dans les médias, c'est que l'AFP, c'est la parole sacrée, c'est la parole du Dieu politiquement correct, et donc on recopie naturellement ce que fait la dépêche de l'AFP. Voilà. C'est la source de la désinformation. D'ailleurs, l'AFP a été titularisée de nombreuses fois au Bobard d'Or, et il faut savoir qu'un bobard de l'AFP vaut 1000 bobards parce qu'il est repris à l'infini. Alors là, c'est pas vraiment un bobard, c'est un bobard par occultation. Alors, un autre prisme dans l'axe journalistique, c'est le vocabulaire qui est employé. Celui donc de la rixe, on parle de rixe au lieu d'agression, ce qui suppose en fait une bilatéralité de la responsabilité. Les deux se seraient provoqués, finalement on l'aurait bien cherché, c'est un peu ça qu'on veut faire comprendre en parlant de rixe. Notamment Le Figaro qui parle de rixe à Châteauroux. Et en outre, ce qu'on constate enfin quand même, c'est que grâce aux réseaux sociaux, grâce à la réinfosphère, il est devenu difficile pour le système de dissimuler la vérité. Elon Musk lui-même a réagi à l'affaire de Matisse à Châteauroux. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, d'abord, le mot « rix », effectivement, c'est un mot politiquement correct qui se substitue à « agression ». Alors, il faut reconnaître qu'il est en quelque sorte validé par les parquets, puisque les parquets utilisent le mot « rix ». Vous noterez d'ailleurs que dans d'autres circonstances, on parle d'agression raciste. Là, le parquet sait aussi utiliser le mot « agression ». Si la victime était afghane et le meurtrier français, on parlerait probablement d'agression raciste. Voilà. Là, on parle le mot « rix », mais ça, c'est la politique du parquet qui vise un peu à atténuer la réalité des choses. Voilà. Ou la présentation de la réalité des choses. Deuxième moyen utilisé pour étouffer les francocides, c'est la dénonciation de la prétendue récupération. Alors, cette dénonciation de la soi-disant récupération par l'extrême droite a été effectuée d'abord par Gilles Aveyroux, le maire de Châteauroux, qui nous dit « Les parents de Matisse ne souhaitent pas qu'on parle d'immigration ni de nationalité ». Écoutez ce maire. Les parents de Matisse ne souhaitent pas qu'on porte ce sujet sur la place publique. Et ils ne souhaitent pas qu'on parle d'immigration, qu'on parle de la nationalité. Ce maire nous dit aussi, il faut être positif, il faut voir l'avenir.
Ils veulent être laissés tranquilles dans leur douleur. Ils apprécient les mots de soutien qu'ils ont, c'est ce qu'ils attendent. Ils veulent se relever, repartir plus fort derrière en la mémoire de Mathis. Je crois que le message à faire passer, c'est celui-ci, c'est qu'il faut être positif, il faut penser à Mathis, il faut penser aux parents. Jean-Yves, que pensez-vous de ces propos ? C'est assez indécent de se projeter vers l'avenir, d'être positif, d'utiliser un vocabulaire, on va dire, managérial. D'ailleurs, il a une tête de manager, d'utiliser un vocabulaire managérial pour parler d'un phénomène de ce type, mais avec la volonté de passer l'étouffoir. Du côté de la dénonciation de cette récupération, on a aussi le service public. Alors que la famille de Mathis pleurait son enfant assassiné, voici ce que racontait Laurence de Nervaux sur le service public. Écoutez. Dans notre société aujourd'hui, il y a quelques acteurs qui soufflent sur les braises parce que leur carburant est la division et la peur. Et l'extrême droite en premier lieu. En gros, l'extrême droite, si vous voulez, c'est la matrice avec du eux contre nous. Il y a deux ennemis, il y a l'ennemi du dehors, l'ennemi du dedans. L'ennemi du dehors, c'est le migrant. Et l'ennemi du dedans, ce sont les élites et les institutions. Troisième exemple de cette accusation de récupération, c'est encore une fois sur BFM TV. Ce sont les habituels champions qui nous l'ont offert, eux qui parlent d'écœurement, alors qu'ils ont relayé la version du tueur toute une journée. Écoutez cet édito sur BFM TV. Aussitôt, là on le voit, très officiel, le drapeau français, aussitôt suivi par une vidéo sur le même sujet, mais en version plus improvisée, de Marion Maréchal pour Reconquête. Et je vous cache pas que voir les deux têtes de liste se tirer la bourre pour essayer d'instrumentaliser la mort de Mathis est assez écœurant. Deux remarques. D'abord, en ce qui concerne les déclarations du père, il faut voir les pressions que le père a subies. Il l'a raconté d'ailleurs dans un tweet ou un post Facebook, je crois. Il a eu l'appel du préfet, du maire, du Premier ministre, de toute une série de personnalités qui lui ont expliqué qu'il fallait faire preuve de retenue déjà. Donc il y a une action psychologique sur les parents des victimes à chaque fois de la part des autorités. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que ce journaliste, un journaliste de gauche, pour pas dire d'extrême gauche, qui a eu des fonctions très importantes, il a dirigé pendant très longtemps l'hebdomadaire phare de la gauche bien pensante française, à savoir le Nouvel Observateur. Voilà. Donc c'est quand même un militant de gauche qui nous parle. Voilà. Troisième moyen pour amenuiser la portée de ce francocide, c'est la subversion, voire la justification de ce meurtre. On en a parlé dans l'image de la semaine. Pour délégitimer la mémoire de Mathis, ils le font passer pour un raciste. Comme il l'avait bien cherché de se prendre des coups de couteau quelque part. Cette subversion, elle ne date pas d'hier. Elle a déjà été effectuée à l'encontre de Philippe Koopman en disant que c'était un pédophile. À Crépol aussi, on se souvient de Patrick Cohen, qui a d'ailleurs été repris par l'Arcom à ce sujet. Jean-Yves, que pensez-vous du fait de salir ainsi la mémoire de ceux qui ne peuvent plus s'exprimer parce qu'ils sont morts ? Alors ça, c'est d'une indécence absolue. Alors évidemment, dans un assassinat ou un meurtre, l'assassin ou le meurtrier a un avantage sur la victime. C'est que lui peut parler. Il donne sa version. La victime, elle ne peut pas donner sa version. Thomas à Crépol, il ne pouvait plus donner sa version. Philippe Koopman à Grande-Sainte, il ne pouvait plus donner sa version. Et là, Mathis ne peut pas donner sa version. Et donc, il y a des médias qui reprennent la version, sans doute par le biais des avocats ou d'officines politiciennes, la version du criminel. Les excuses du criminel. Sous-entendu, oui, les torts sont partagés, ils l'ont bien cherché, etc. Voilà. C'est ça la méthode. Autre point qu'on peut relever, c'est aussi qu'il y aurait, selon les bien-pensants, la bonne et la mauvaise récupération. Rien que deux exemples, cette couverture de Libération au sujet de l'affaire Théo, ou encore ce tweet de cette journaliste parlant de l'affaire Brahim Bouham. 29 ans plus tard, ils exploitent encore la mémoire de leurs martyrs, et 48 heures après le meurtre de Mathis, ils empêchent les patriotes d'en parler. Alors, chose intéressante sur Brahim Bouham, il cite ce qui n'est pas d'ailleurs un meurtre, c'est un accident, puisqu'il voulait échapper à une bagarre, il voulait échapper à une agression, c'est vrai, et il s'est noyé en tentant de fuir. C'est plus un accident qu'un meurtre, mais passons. Mais pour trouver une victime immigrée de jeunes, en l'occurrence skinhead, il faut remonter
à 29 ans, 29 ans, alors que des francocides, on en a maintenant toutes les semaines ou pratiquement. Mais ça fait rien. Là, la récupération, c'est permis, là. Et quand on continue dans l'analyse, qui sont les responsables de cette situation ? D'abord, les politiques, bien sûr. Nous vous partageons cette statistique de l'excellent Marc Vanguard que nous vous invitons à suivre, qui rappelle que les Afghans sont une population beaucoup plus criminogène que les autres. En Allemagne, les Afghans sont 15 fois plus mis en cause que les Allemands dans les affaires d'homicide. Pourtant, Gérald Darmanin se félicitait en disant « Depuis 2018, les Afghans sont les premiers bénéficiaires du droit d'asile en France ». Et les Afghans ont été répartis sur tout le territoire, notamment avec l'arrivée des Jeux Olympiques. Il y a une expulsion des clandestins depuis Paris, mais une expulsion qui n'est pas en dehors du territoire, qui est vers d'autres villes importantes ou moyennes, comme Toulouse, comme Châteauroux, etc. Donc c'est une conséquence aussi, c'est une double conséquence de la politique de l'État qui accueille massivement des Afghans et qui s'en félicite. Entre parenthèses, on explique les Afghans, oui, mais c'est les talibans qui sont au pouvoir. Curieusement, c'est des hommes qui arrivent et pas des femmes. Enfin, encore, vous me direz, là, l'Afghan est arrivé avec sa mère. Bon. Mais, donc, c'est un premier biais. On accueille des Afghans, population, effectivement, qui a quand même une vision des rapports, des relations humaines assez différente de la nôtre, hein, historiquement, culturellement. Et puis, une fois qu'on les a accueillis, on les répartit sur le territoire. Donc, Mathis est une double victime de M. Darmanin et de M. Macron. Et du côté de la gauche caviar, en 2021, Sandrine Rousseau suppliait carrément d'accueillir les migrants afghans. Rappelez-vous. Oui, il faut les accueillir en France. Enfin, c'est notre ADN. Et la France, c'est une terre d'accueil. On a accueilli 50 000 personnes au moment des Boat People. On a accueilli 440 000 réfugiés au moment de la guerre d'Espagne, pendant la lutte contre Franco. On l'a fait. Donc, c'est pas une question de chiffres. On est un pays fort. Mathis a justement été assassiné par l'un de ces Afghans. La gauche préfère les autres aux nôtres, encore une preuve, quitte à accueillir des criminels. Les responsabilités ne sont pas uniquement celle des politiques, il y a également la responsabilité des magistrats, de la justice française. Il ne faut pas oublier la responsabilité de ces juges, notamment Madeleine Sanchez, qui aurait libéré le meurtrier de Mathis et qui expliquait déjà en 2018 qu'il fallait que les jeunes délinquants soient sortis de prison. Écoutez. Trouver et de coordonner des dispositifs existants, essayer d'accentuer la possibilité de continuer à accompagner en milieu ouvert, c'est-à-dire à partir du domicile des parents. Sachant cela, les juges gauchistes ont continué dans le pire, ils ont récidivé. En effet, on a appris que la mère de l'Afghan qui a giflé Mathis agonisant a été libérée par le tribunal, gardée sous contrôle judiciaire néanmoins, mais écoutez, elle a quand même été libérée. Âgé de 15 ans, soupçonné d'avoir tué, d'avoir poignardé le jeune Mathis, a lui été placé hier soir en détention provisoire. Sa maman, dont vous venez d'entendre il y a quelques instants l'interview de son avocate, a elle été remise en liberté sous contrôle judiciaire. Alors Jean-Yves, ce laxisme judiciaire, quelles en sont les causes ? Alors, les causes, elles sont le climat idéologique qui règne parmi la magistrature. La magistrature, il y a un syndicat d'extrême gauche, le syndicat de la magistrature qui représente à peu près le tiers des magistrats, mais qui influence. Il y a un tiers d'extrême gauche, un tiers centriste, un tiers neutre. Et le syndicat de la magistrature impose sa règle aux siens, impose assez largement sa ligne aux centristes, et intimide les neutres. Donc il y a une puissance effectivement de la gauche et de l'extrême gauche au sein de la magistrature. Alors ça pèse dans l'évolution des lois, ça pèse aussi dans les décisions qui sont prises. En l'occurrence, je pense qu'en droit, compte tenu de l'âge de l'assassin de Mathis, les juges pouvaient difficilement l'incarcérer. En revanche, ils auraient pu incarcérer la mère pour complicité d'assassinat. Incarcérer préventivement, puisqu'ils l'ont mise en cause dans l'affaire, ils pouvaient l'incarcérer pour marquer quand même une volonté de coup d'arrêt, ce qu'ils n'ont pas fait. Ils ont libéré le meurtrier, l'assassin et
je sais pas, l'assistante de l'assassin, si on peut dire. Certains pointent du doigt la féminisation de la justice, comme Cro-Blanc, qui dit carrément que c'est la pire chose qui soit arrivée à l'Occident. Alors, certainement excessif, mais quand on voit cette photo du tribunal de Châteauroux, ça saute aux yeux. Est-ce que, selon vous, cette féminisation de la justice a un lien avec la situation ? Alors, il y a effectivement une féminisation de la justice très importante, puisqu'aujourd'hui, 78%, je crois, des élèves de l'École nationale de la magistrature sont des femmes. Et que la féminisation de la justice est encore plus forte s'agissant des juges pour enfants. Et effectivement, il peut y avoir un biais par la volonté d'avoir un traitement un peu maternel, en quelque sorte, des enfants pris en charge, ou des mineurs, parce que les enfants, un garçon de 15 ans ou de 16 ans qui tue avec un poignard, un enfant, c'est déjà discutable. Enfin, bon. Donc ça participe du phénomène. Ce n'est pas la seule cause du phénomène. La dérive de la justice, elle remonte à 1981, avec l'arrivée de Robert Badinter et la volonté d'abord de supprimer la peine de mort, mais surtout de ne pas remplacer la peine de mort, et enfin de faire qu'il y ait le moins possible de détention. Donc c'est l'idéologie Badinter qui est l'explication fondamentale et qui continue de régner. Vous vous rappelez, on en a parlé, quand Badinter est mort, ça a été Saint-Robert Badinter. Saint-Robert Badinter, il a sa responsabilité dans la mort de Matisse, parce que les lois qui ont rendu impossible la mise en détention de son meurtrier, de son assassin, et les lois qui ont permis qu'il était en circulation après avoir commis plusieurs agressions au couteau, c'est la philosophie de Saint-Robert Badinter. Voilà. Il faut ramener les choses aux fondamentaux. Pour disculper la responsabilité de la justice, si tant est qu'il faut le faire, on peut citer quand même Georges Fenech sur CNews, qui attaquait Nicole Belloubet et Éric Dupond-Moretti, abordant la réforme de 2021 de la justice, sans laquelle le meurtre de Matisse n'aurait pas pu se commettre dans l'État. Écoutez cette vidéo sur CNews. Le 30 septembre 2021, on a désarmé la justice des mineurs. C'est-à-dire que c'était Mme Belloubet et M. Dupond-Moretti qui ont réformé l'ordonnance de 45 et qui ont fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus incarcérer un mineur, même pour 15 jours. Parce que la procureure l'a dit. La procureure a dit on ne pouvait que mettre un contrôle judiciaire. Ainsi, il y a bien un laxisme judiciaire avec cette justice politisée, mais les causes sont plutôt politiques, a priori. Alors, la loi de 2021 ne fait qu'amplifier toute une série de lois antérieures, rendant de plus en plus difficile et impossible. Impossible pour les mineurs la prison, quasi impossible la prison pour les mineurs, et la rendant de plus en plus difficile et de plus en plus rare pour les majeurs. C'est le couronnement d'une évolution plus générale et qui a été pratiquement continue depuis Badinter, puisque les petits reculs auxquels ont pu tenter de procéder les majorités, entre guillemets, de droite, ont été très vite balayés, soit par le Conseil constitutionnel, soit par des législations qui sont venues défaire les législations un peu moins laxistes qui avaient été mises en place au préalable. Voilà. On a une troisième responsabilité également, c'est la responsabilité des médias, la responsabilité des journalistes dans cette situation. Tout récemment, on se rappelle notamment de l'occultation des manifestations d'Afghans à Paris, ou encore quelques jours avant le drame. Voici ce que les journalistes du système publiaient, dont F de Souche révèle le décalage entre le titre de l'article et les faits. Un Afghan menaçant qui se trimballe en récidive avec un couteau de cuisine dans les rues de Nevers, ça donne ce titre dans le journal local. Je cite, « Là, il ne répond pas. Un jeune Afghan en détresse psychologique a du mal à s'expliquer de ses actes devant le tribunal de Nevers. » Voilà comment on peut tordre la réalité. Alors Jean-Yves, qui a la plus forte responsabilité ? Alors, d'abord une remarque, là, c'est le complément de l'AFP. Il y a l'AFP qui arrose toute la presse et la presse nationale, et puis
À la base, il y a la PQR, la presse quotidienne régionale, et la presse quotidienne régionale, qui fait la presse quotidienne régionale, c'est le fond de cuve des écoles de journalisme. Les écoles de journalisme, c'est des écoles de gauchisme, de militantisme politique, et alors, les plus intelligents sont quand même capables d'un peu de recul, mais la PQR récupère les fonds de cuve. Et donc, la presse quotidienne régionale, elle est dans la désinformation permanente, comme on le voit dans cet article, dans ce titrage absolument hallucinant. L'Afghan se balade avec un couteau, mais il est en détresse psychologique. Voilà. Bon, c'est formidable. Alors, qui est responsable ? Eh ben, si vous voulez, c'est un peu systémique. Je vais prendre un exemple. Il y a des juges qui prennent des décisions assez fermes. À ce moment-là, ils sont dénoncés par les médias et ils sont lâchés par la hiérarchie judiciaire et ils se voient retirer des affaires. Voilà. Donc ça marche ensemble. Et le pouvoir politique lui-même, sous la pression des médias et sous la pression de la partie la plus avancée de la magistrature, c'est-à-dire le syndicat de la magistrature, prend de plus en plus de lois laxistes. Voilà. Donc c'est systémique. Et si un homme politique s'y oppose, il est dénoncé, il est diabolisé. Si un juge s'y oppose, il est dénoncé, il est diabolisé. Si un journaliste s'y oppose, il est dénoncé, il est diabolisé. Donc il y a un système, le système est clos. Vous ajoutez à ça le faible nombre de places de prison, alors qu'on a le nombre des actes violents, de la délinquance violente, a quintuplé en 30 ans. Le nombre de meurtres s'est considérablement aggravé depuis 5 ans, mais les places de prison n'ont pratiquement pas bougé. Donc, il y a une irresponsabilité entre faire venir des populations sur criminalité et ne pas mettre en face les structures nécessaires en nombre de policiers, en nombre de juges et en nombre de places de prison. C'était notre dossier du jour. Place maintenant au Pastilles de l'info. Première pastille, c'est un décryptage. Et oui, les manifestations pro-palestiniennes à Sciences Po suscitent plusieurs réactions dans les campus américains et français. Les étudiants, notamment de Sciences Po, occupent les facs en soutien à la Palestine. Plusieurs faits autour de cette actualité. D'abord, les journalistes de CNews ont été pris à partie physiquement alors qu'ils interviewaient Aymeric Caron à une manif pro-Palestine devant Sciences Po. Regardez. Cassez-vous, cassez-nous, c'est nous là. Dès que vous n'avez pas la bienvenue ici, avec nous. Cassez-vous, On a eu une réaction de ces journalistes de CNews à la suite de cette agression. Écoutez. Donc on est en effet en train d'interviewer Aymeric Caron. Là, il y a ce jeune homme qu'on voit sur la vidéo qui vient interrompre l'interview parce qu'apparemment, je pense que ça lui posait problème puisqu'il dit pourquoi vous leur répondez. Moi d'ailleurs, je dis, il a le droit en fait. C'est son droit de répondre à des journalistes, heureusement. Et donc là, il y a beaucoup de violence verbale, on le voit. Il donne des coups à la caméra, ce qui d'ailleurs, puisque Raphaël donc porte la caméra sur l'épaule, la caméra donne des coups sur sa tête. Donc il n'a pas été, évidemment, il n'a pas pris de coups. Jean-Yves, que pensez-vous de l'agression entre guillemets subie par les journalistes de CNews ? C'est la technique de l'extrême gauche d'intimidation. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a eu des fois des agressions. Par exemple, quand il y a eu des agressions de journalistes de BFM TV par les Gilets jaunes, c'était considéré comme un scandale médiatique. Tous les médias en parlaient en disant mais c'est grave, on s'en prend à la liberté de la presse, etc. Là, à part CNews qui se plaint d'avoir été agressé, finalement ça passe crème, voilà. Donc c'est ça la distorsion. Bon, ceci étant, ça fait partie du clivage. Les médias étant quand même engagés. Eh bien, les gens qui sont engagés de l'autre côté ont tendance à être hostiles. Les Gilets jaunes étaient hostiles à BFM TV. On peut comprendre que les militants pro-palestiniens soient hostiles à CNews, qui a pris plutôt parti du côté d'Israël dans cette affaire. Voilà.
On a aussi les subventions de la région Île-de-France qui ont été coupées à Sciences Po après ces manifestations pro-Palestine, comme le rapporte ici BFM TV. Jean-Yves, un commentaire à faire? Qu'est-ce que la région Île-de-France a besoin de donner des subventions à Sciences Po? Deuxième pastille, c'est un carton rouge. Les journalistes ont été très agressifs à l'égard de Sarah Knafo et Marion Maréchal, démontrant encore une fois leur partialité. Alors, Sarah Knafo vient d'être annoncée comme 3e sur la liste Reconquête aux élections européennes. Baptême du feu médiatique pour Sarah Knafo, avec un moment assez savoureux où la question posée par Duhamel se retourne contre lui. Regardez ce petit dessin qui explique un petit peu les liens familiaux de Benjamin. Alors, tonton éditorialiste, mère éditorialiste, père journaliste, cousine ministre, Amélie Oudéa-Castéra, et compagne journaliste elle aussi. Regardez cet petit échange entre Sarah Knafo et Benjamin Duhamel. Introduction, vous êtes la compagne d'Éric Zemmour. Un secret, c'est quelque chose qui est assumé. On connaissait au Rassemblement national la politique de père en fille. À Reconquête, la politique se fait en couple. La question m'étonne beaucoup venant de vous, Benjamin. Pourquoi? Parce que je sais que vous aussi, vous subissez beaucoup ces accusations de piston, vous êtes le fils d'eux, vous êtes le neveu d'eux, etc. Donc ça m'étonne beaucoup venant de vous. Sarah Knafo, il vous a pas échappé que je ne me soumets pas au suffrage des Français. Ça change quelque chose? Politique. Non, mais je vous pose la question. Est-ce que vous êtes d'accord que les accusations qu'on vous fait sont tout à fait injustes? Vous avez votre talent. Jean-Yves, que peut-on dire sur cette première performance médiatique de Sarah Knafo? Ah bah c'est assez remarquable parce que le petit Duhamel arrive très sûr de lui en disant gna gna gna, vous êtes très proche, vous êtes la compagne d'Éric Zemmour, est-ce que c'est bien normal que vous soyez candidate? Et au lieu de se contenter de lui dire j'ai d'autres mérites, elle lui dit mais dites-moi, vous Benjamin Duhamel, vous êtes toute la famille est dans les médias, et donc il se reprend le vent, il souffle et il reprend le vent de ce qu'il a soufflé. Comme un judoka. Il n'y est pas habitué. Et ça, c'est un exemple de contre-diabolisation que je trouve tout à fait positif. Enfin, elle a montré beaucoup parce qu'elle a fait ça très gentiment. Oui. Elle a montré beaucoup de calme dans la riposte, mais elle ne s'est pas laissée attrapé par la dialectique médiatique qui voulait l'enfermer dans ce débat-là pour éviter de parler du fond. Elle s'est servie de la force de l'attaque de son adversaire, en quelque sorte. Voilà. Alors, deuxième illustration de la partialité du système médiatique, c'est l'attitude de Anne-Claire Coudray à l'encontre de Marion Maréchal sur TF1. Que pouvez-vous en dire? Alors là, c'est la technique de TF1 Bouygues, où on invite un homme politique ou une femme politique dont on ne partage pas l'opinion, et on prend une partie du temps de parole pour affirmer sa propre opinion. C'est-à-dire, Boulot de TF1 avait fait ça avec Zemmour pendant la campagne présidentielle, et là, Coudray le fait avec Marion Maréchal. Elle prend 2 minutes ou 2 minutes et demie ou 3 minutes de temps de parole pour lui dire mais on a besoin d'immigration économique. Voilà, elle prend la parole pour reprendre exactement les éléments de langage de la candidate Renaissance. Mais c'est compté, ça va être compté comme temps de parole de Marion Maréchal. Et je pense que là, il y a une question à poser à l'Arcom. Dans les temps de parole des hommes ou des femmes politiques en campagne électorale, dans les temps de parole qu'on décompte, on doit prendre leur temps de parole à eux, et non pas le temps de parole total de l'émission, puisque quand Madame Coudray interroge Marion Maréchal, elle va prendre pour elle 4 ou 5 minutes, mais quand elle interroge la candidate Renaissance ou la candidate écologiste, elle ne va prendre qu'1 minute ou 1 minute et demie de temps de parole pour lui laisser le reste. Je crois que l'Arcom devrait faire un décompte du temps de parole laissé aux candidats, et elle devrait décompter, en fait, là on devrait décompter les temps de parole de Madame Coudray sur le temps de parole de Madame Ayer de Renaissance. Troisième pastille, c'est l'idiot du village global. Mathieu Slama affirme que l'Europe n'a tout simplement pas d'identité. Alors, le digne fils de son père, Mathieu Slama, nous a offert une sortie médiatique bien caricaturale pour voir où la pensée gauchiste peut mener lorsqu'elle est poussée à son terme. Cela concerne l'identité des peuples. Écoutez Mathieu Slama. Qui est la culture et l'identité, mot que je déteste, mais de l'Europe, à mon sens, l'identité de l'Europe, c'est de ne pas avoir d'identité.
Pour moi, l'identité, la culture de l'Europe, c'est ne pas avoir de culture. Pour moi, l'Europe, c'est l'ouverture, c'est l'humanisme, c'est les droits de l'homme. Le cosmopolitisme. Et dans l'idéal européen au départ, c'était ça. Il y avait cet idéal. Derrière tout ce qu'on peut dire sur le libéralisme économique, etc. Il y avait, je crois, c'est pour ça que je reste, moi, très européiste, voilà. L'avantage, c'est que Mathieu Slama a le physique de ses idées, comme on dit. Les inconnus avaient encore vu juste en caricaturant le gauchiste de Libération. Peut-être est-ce un sentiment de supériorité qui étreint Mathieu Slama, qui se considère meilleur que les autres peuples, comme en son temps Jules Ferry sur la colonisation. Et, comme le rappelle le lapin taquin, dans sa tête, il doit se dire « Nous sommes différents des autres. Nous sommes des humains du futur, là pour éduquer tous les peuples du monde à l'universalisme. Nous ne sommes pas des vulgaires barbares bêtement fiers de leurs racines. Il est là, le vrai suprémacisme, il est de gauche. » Alors, étrangement, les convictions de Slama sur l'identité sont un peu à géométrie variable quand on parle d'Israël. Monsieur Slama nous dit « Les Juifs n'ont pas usurpé la terre d'Israël, elle est la leur depuis des millénaires. » Pas pour les Européens, par contre. Pourquoi l'Europe serait la seule terre à ne pas pouvoir avoir son identité et sa culture, Jean-Yves ? Parce qu'elle a inventé l'universalisme, l'universel, et que l'universel se retourne contre elle. Et que l'Europe ne peut survivre qu'en retrouvant son identité propre, indépendamment des valeurs et au-delà des valeurs universelles qu'elle a pu porter et qui se retournent aujourd'hui contre elle. En tous les cas, en réponse à Mathieu Slama, nous pouvons écouter ce petit extrait de l'Institut Iliade qui nous dit ce qu'est l'Europe. L'Europe, ce n'est pas un espace mondialisé et sans frontières. L'Europe, ce n'est pas le monde africain. Ce n'est pas non plus une terre d'islam. L'Europe, ce n'est ni la laideur, ni le non-art. L'Europe, c'est le continent des Européens. L'Europe, ce sont des millénaires d'histoire. 700 millions d'Européens. L'Europe, c'est une identité, la civilisation européenne et chrétienne. L'Europe, ce sont les temples grecs, les aqueducs et les théâtres romains, les chapelles romanes, les cathédrales gothiques, les palais Renaissance, les grandes places, les béguinages, les églises baroques, les châteaux classiques, les édifices Art Nouveau. Le coup de chapeau, Transmania caracole en tête des ventes sur Amazon et il y a une omerta médiatique sur ce succès littéraire. Le livre sur les dérives du transsexualisme est un succès notamment sur Amazon. Ce qui est intéressant, c'est de constater le traitement médiatique réservé à ce livre rédigé par deux anciennes femmes de gauche. On a notamment Marguerite Stern qui nous dit « Certains chroniqueurs et présentateurs aimeraient nous recevoir sur leur plateau, mais la direction les bloque. » On a donc une tentative de censure sur ce sujet, comme l'explique d'ailleurs très bien Enora Malagré. Écoutez. Parce qu'au-delà des propos extrêmement choquants qu'il y a dans ce livre, moi aussi, ce qui m'a perturbée, c'est qu'on invite ces deux personnes sur les plateaux télé. On a des responsabilités aussi quand on travaille à la télévision. Et ça m'a un petit peu ulcérée. Alors, comme nous avons la chance d'être sur le service public, où la tolérance et l'inclusion sont les maîtres mots, comme j'ai la chance de travailler avec vous au magazine de la santé, dans une émission bienveillante, sérieuse. On est sur le service public. Et ce qu'elle dit, c'est qu'elle refuse qu'on invite des personnes sur des plateaux télé, elle condamne cela et elle félicite à demi-mot le service public de ne pas inviter Marguerite Stern et la co-auteure de ce livre. Alors, on l'a dit, ces deux auteurs sont issus de la gauche. Et même de l'extrême gauche. Oui, elles étaient chez Femen, elles sont prises à la Manif pour tous. Mais ces femmes comprennent maintenant l'intensité, on va dire, de la mauvaise foi, du politiquement correct. Comment est-ce qu'on explique cette cabale contre nous ? En fait, c'est un peu le prolongement de ce qu'on vit depuis 4 ans. Et on pense que les militants transgenristes sont particulièrement énervés parce que nous, on est des figures qui viennent de la gauche, en fait. Et voilà. Des traîtres. Voilà, on est un peu des traîtres et du coup, on les connaît bien aussi, en fait, parce qu'on a traîné dans ces milieux-là. Et qui collent des étiquettes. Leur truc, c'est les étiquettes à tout va. Donc effectivement, une fois qu'on est étiqueté soi-même, on commence à réfléchir à l'étiquette que portent les autres. Et on se dit, on va aller voir derrière. On n'est pas sûr que cette étiquette soit véritablement vraie. Jean-Yves, quand on subit cette pression, cet étiquetage, est-ce qu'on revient d'être de gauche ? Apparemment, il y en a quelques-uns, c'est pas les premières. Vous avez par exemple eu Christine Tazin et Cassan qui ont créé Riposte laïque en 2010 contre l'islamisation, 2009 contre l'islamisation, donc, et qui venaient aussi de
de l'extrême gauche, bien sûr, et qui se sont tout de suite affublés l'étiquette extrême droite. Hein, et d'ailleurs, il y a dans le témoignage de ces auteurs, de ces autrices, je peux parler... ça va pour cette fois. Ça va pour cette fois, hein. Voilà, une prise de conscience en disant, quand on est étiqueté soi-même, on regarde ceux qui ont eu des étiquettes d'une autre manière. Hein. C'est-à-dire que on voit que finalement, ceux qu'on étiquette, en l'occurrence comme d'extrême droite, c'est tout simplement les gens qui ont dit les choses plutôt que les autres, sur l'immigration ou sur le transgenrisme, etc. Voilà. Et donc, il y a une prise de conscience, je trouve assez sympathique de dire ça, maintenant on va regarder les étiquettes autrement. On arrive déjà au terme de ce numéro 489 d'Immédiat. Merci pour votre fidélité. Merci Jean-Yves pour cette émission. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec vos proches, de vous abonner, de vous réabonner à TV Liberté, c'est important. On ne se quitte pas sans le portrait piquant du jour consacré à Laurent Geoffrin. Peut-être avez-vous un commentaire à faire ? Oui, alors vous savez, Laurent Geoffrin, c'est le fils d'un homme qui s'appelle Mouchard, qui était un ami de Jean-Marie Le Pen. Alors, Geoffrin a changé de nom, parce que Mouchard, pour un journaliste, c'est quand même un peu particulier. Et puis alors, il a fait une carrière très à gauche, puisqu'il a chevauché du Nouvel Observateur à Libération et de Libération au Nouvel Observateur. Claude Cholet raconte ça très bien. Regardez. C'est parti pour le portrait piquant du jour. Les dinosaures sont à la mode. Intéressons-nous à un dinosaure social-démocrate, compatible à tous les pouvoirs, comme au 440, j'ai nommé Laurent Geoffrin. Laurent Geoffrin, de son vrai nom Laurent Mouchard, est né en 1952 à Vincennes. Il est le fils de Jean Mouchard, propriétaire des éditions François Beauval, et alors proche du Front National. Sa carrière se caractérise par des allers et retours incessants entre Libération et le Nouvel Observateur. Il fut en 2002 une des plumes de la candidate PS Anne Hidalgo, avec le succès que l'on connaît. Élève au collège Stanislas de Paris, un établissement privé catholique dont on a beaucoup parlé, il est diplômé de l'Institut d'études politiques ainsi que du Centre de formation des journalistes de Paris. Après un bref passage à l'AFP, Serge July l'engage en 1981 à la rédaction de Libération. Il y crée le service économie, dirige ensuite le service société, avant de devenir éditorialiste. Après c'est le yo-yo. Accrochez-vous. En 1988, il succède à Franz-Olivier Gisbert à la tête de la rédaction du Nouvel Observateur. En 1996, il revient à Libération. En 1999, il reprend la direction du Nouvel Observateur. Vous suivez toujours. En 2006, il repart à Libération dans le cadre du plan de relance proposé par Édouard de Rothschild. Mais attention, en 2011, il reprend la tête du Nouvel Observateur, puis hop, en 2014, il revient à Libération. En parallèle, il est chroniqueur radio sur France Inter et anime également une émission historique sur France 5. En juillet 2020, il annonce sa démission de Libération pour se lancer en politique. Il lance un média en ligne au printemps 2023, Le Journal, qui est plutôt un flop. Il se reconvertit à L'Opinion, le journal du 440, puis brièvement comme chroniqueur sur CNews, qu'il quitte pour soutenir les journalistes hostiles à Bolloré après le rachat du JDD. Membre du Parti Socialiste, il se rapproche du CRS où il côtoie Denis Oliven. En 2018, lorsque sort le livre de François Hollande, Les leçons du pouvoir, certains affirment qu'il en serait la plume, ce qu'il dément. Cependant, un long chapitre envoyé par Laurent Geoffrin atterrit par erreur dans la boîte mail d'Emmanuel Macron. Laurent Geoffrin a été en 1994 un des 10 Young Leaders français de la French American Foundation. Il a été membre du Club Le Siècle jusqu'en 2011. En conclusion, laissons la parole au site Bakchiche le 26 octobre 2006. On a compris. Le professionnalisme de Laurent Geoffrin s'adapte aux circonstances. Ancien militant des jeunesses socialistes, il a découvert la modernité. Il n'a cessé de multiplier les allers et retours entre le quotidien fondé par Sartre et le Nouvel Obs avant d'être placé à la tête du premier par Édouard de Rothschild
militant de gauche bien connu, qui passait ses vacances avec un certain Sarkozy il n'y a pas si longtemps. Fin de citation. De Libération et de l'Obs à l'opinion du 440, il n'y a finalement qu'un pas. Un très petit pas.